Je poursuis, début de la capsule numéro 3 du cours du 24 janvier 2022. Donc, euh, je poursuis sur la description et les caractéristiques d'une onde sonore qui se propage dans un matériel. Nous avions vu que le son est une énergie qui se propage. C'est une oscillation impliquée aux atomes constituant un matériel. Par analogie, pour bien comprendre le phénomène d'oscillation des atomes qui est transmis justement d'atome en atome. Pour comprendre le mouvement oscillatoire, on peut par analogie s'imaginer une masse attachée au bout d'un ressort vertical à une extrémité et à l'autre extrémité supérieure, le même ressort retenu au plafond. Et on s'imagine qu'on va imposer un mouvement oscillatoire à la masse en question tout simplement en appliquant une force qui peut être soit vers le haut ou vers le bas, donc en lui imposant un mouvement oscillatoire par une simple force d'impulsion. Et on relâche la masse et on va observer un mouvement du haut vers le bas, donc un mouvement oscillatoire autour d'un point d'équilibre A1. On va observer la masse osciller, c'est-à-dire remonter vers le haut jusqu'à une hauteur maximum A2 et ensuite passer par le point A1 et euh, finalement atteindre l'autre extrémité de son mouvement oscillatoire au point A3 et ainsi de suite. Donc c'est la même chose finalement qui se passe lorsque les atomes qui sont attachés entre eux par le modèle des ressorts oscillent. Ils vont osciller autour d'un point d'équilibre et ils vont même se transmettre ce mouvement oscillatoire-là par la poussée successive d'atome en atome. On peut aussi représenter ce mouvement oscillatoire à travers une fonction mathématique, à travers ce qu'on appelle une fonction sinusoïdale, où on va exprimer par l'échelle verticale l'amplitude de l'oscillation, donc la position de la particule lors de son mouvement oscillatoire, et en axe horizontal, le temps. Autrement dit, si on plaçait un papier, si mettons on s'imagine que la masse en question que je fais osciller au bout de son ressort de haut en bas, si on place un papier derrière et qu'on fait avancer le papier horizontalement, on pourrait enregistrer le mouvement oscillatoire de haut vers le bas et qu'on fait avancer le papier horizontalement à une certaine vitesse, et on va dessiner cette fonction sinusoïdale-là qui va exprimer la hauteur de la masse en fonction du temps. Et là, ben, on s'aperçoit que il y a l'amplitude qui est exprimée ici, mais on s'aperçoit aussi que il y a un temps qui sépare deux points correspondants. Donc, vous voyez le symbole T qui exprime ce qu'on appelle la période, qui est le temps qui sépare euh, le retour finalement entre deux points équivalents. Donc, le point d'équilibre qui est ici. Donc, pour faire le mouvement à partir du point d'équilibre, pour que la masse puisse monter en haut, repasser par le même point d'équilibre, aller au point inférieur et revenir au point d'équilibre, le temps requis pour faire cette oscillation complète-là, qui correspond à un cycle, c'est la période. Donc, la période est le temps qui s'écoule entre deux passages du mobile, en l'occurrence la particule, dans le même sens à un endroit donné. La période, elle est constante pour une onde en particulier qui se propage, et bien entendu, l'unité est habituellement la seconde, puisque c'est un temps. Je vais en profiter ici pour vous montrer une animation qui va... l'animation en réalité c'est la même que je vais vous... non, c'est une autre finalement que je vais vous montrer ici, dont je me sers souvent pour
compléter la compréhension sur les différentes caractéristiques propres aux ondes sonores. Donc, je vais créer une impulsion sonore dans un matériel. Donc, le carré gris que vous voyez, on s'imagine que c'est un matériel, une pièce en acier, une pièce en aluminium. Et le haut-parleur que vous voyez à gauche, on s'imagine que c'est une sonde ultrasonore qui est déposée en contact sur le matériel. Et lorsqu'un courant électrique arrive dans le dispositif, ce qu'on appelle le palpeur, bien, il va se créer une onde sonore qui va se propager dans le matériel. Donc, vous voyez l'onde sonore se propager. La zone noire, on pourrait lui accorder l'amplitude maximum, c'est-à-dire la zone de compression que je vous ai montré dans la capsule précédente, ou la zone pour laquelle les atomes sont comprimés. Et la zone blanche, on pourrait lui associer la zone de dilatation. Voilà. Donc, si je mets le graphique, donc le niveau de pression, le graphique ici représente le niveau de pression, c'est-à-dire, donc ici le graphique a décidé de faire le contraire, c'est-à-dire la zone blanche, la zone de pression, là où les atomes sont comprimés, et la zone noire est en réalité la zone de dilatation. Donc on s'aperçoit, il y a deux choses dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une amplitude, c'est-à-dire que le niveau de pression initial est à une certaine hauteur. On s'aperçoit que la vitesse de propagation, elle est constante et fixe. Elle dépend de la nature du milieu. Donc, par exemple, ici, si ça pourrait être une pièce en cuivre. Mais si je considère que je change la pièce, je prends de l'aluminium, ce qui va arriver, ben non. Autrement dit, imaginons qu'au départ c'est une pièce en aluminium et je la remplacerai par une pièce en cuivre. Ben dans le cuivre, par rapport à l'aluminium, le son va moins vite. Donc, si je remplace la pièce, le son irait moins vite. Donc ça, ici, ça serait la vitesse correspondante, par exemple, au cuivre. Voilà. On remarque aussi que la longueur du cycle, c'est-à-dire la distance qui sépare deux points équivalents, quand on observe sur le graphique, elle est constante. Donc la longueur d'onde, qui est la distance entre, vous voyez ici, là, le cycle, c'est-à-dire en haut, en bas et retour, la distance du cycle, la longueur du cycle, elle est constante lors de la propagation. Donc, l'animation permet aussi de faire des ondes continues. Donc, ça ici, autrement dit, imaginez un haut-parleur de système de son qui émet toujours le même son à la même fréquence en continu. Mais lorsqu'on fait de l'inspection ultrasonore, ce que vous voyez présentement n'est pas la réalité. Ça, c'est plus la réalité d'un système sonore, donc un système de son de musique qui émettrait toujours un son grave ou aigu, tout dépendant, continu. Donc votre oreille percevrait un son continu. Tandis qu'en ultrason, ce qu'on fait, c'est plutôt ceci, c'est-à-dire une courte impulsion et c'est seulement un petit train d'onde qui voyage. Et lorsque le train d'onde est disparu, il y a un certain temps qui est assuré et le système impose un deuxième train d'onde comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien et ensuite un autre train d'onde. Donc ça, c'est la réalité, c'est la façon de faire en contrôle ultrasonore et la raison, je vous l'expliquerai en temps et lieu. Pourquoi qu'on ne fait que de courtes impulsions à des intervalles donnés et qu'on laisse un temps entre chaque impulsion. L'animation permet aussi de représenter les particules.
Donc, vous voyez là l'onde qui est à travers représentée ici. Donc, ça, c'est plus fidèle à la réalité. Vous voyez les atomes dans un matériau. L'animation que j'ai ici là, est vraiment très fidèle à la réalité. On représente même la vibration thermique des atomes. Parce qu'en réalité, hein, les atomes dans un métal ne sont pas immobiles. Ils oscillent exactement comme ça, toujours. Donc, même s'il n'y a pas de son qui voyage dans le matériel, les atomes sont dans un état d'oscillation tel que vous le voyez ici, là. Ça, c'est très fidèle à la réalité. Le niveau d'oscillation des atomes, l'énergie que les atomes ont, on appelle ça une agitation thermique. Donc, notre doigt, donc les terminaisons nerveuses de nos doigts, reliées à notre cerveau, permettent de mesurer ce niveau d'oscillation des atomes-là. Donc, la vitesse à laquelle les atomes oscillent, l'amplitude, donc jusqu'où ils vont, là, chaque atome dans leur mouvement oscillatoire, est-ce qu'ils vont loin ou ils ne vont pas loin, l'amplitude, ben, nos doigts sont capables de mesurer ça. C'est ça, c'est lorsque vous sentez qu'une pièce est chaude ou lorsqu'elle est froide, ben vous mesurez le niveau d'amplitude et la fréquence d'oscillation. Plus les atomes, vous voyez, si je mets lent, je ne sais pas si je mets lent. Ah, vous voyez, je viens de ralentir ici le niveau d'oscillation. Donc là, vous voyez que la fréquence est moins élevée. L'amplitude l'est peut-être un peu moins aussi, mais surtout la fréquence. Mais ça, c'est dans le cas où vous touchez une pièce, vous sentez qu'elle est froide. Et si je réchauffe cette pièce-là, mettons que ce niveau d'oscillation-là fait en sorte que la pièce est à moins 20 degrés C, vous sentez qu'elle est très froide, vous la réchauffez dans un four, vous la portez à 50 degrés C, ben là, la situation va devenir celle que vous voyez ici. Et là, vous allez toucher avec votre doigt, et là, vous allez sentir qu'il y a une différence de température, la pièce est plus chaude. Et si j'augmente encore plus le niveau d'oscillation, ben là, on a un mécanisme de protection de notre corps qui fait en sorte qu'il y a un réflexe, là, si vous touchez quelque chose d'extrêmement chaud, qui va donc endommager vos doigts, ben, votre cerveau, par réflexe, va retirer votre main de la pièce, de façon à vous protéger, à éviter de vous endommager trop la peau et votre main. Mais là, ça, c'est pas ce qui nous intéresse dans le cadre de ce cours-ci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, à travers ça, lorsque j'impose une poussée sur le matériel, ben, cette poussée-là va être transmise d'atome en atome, un peu comme vous voyez ici. Donc, vous voyez là l'onde qui traverse. Bon, maintenant, du coup que ça c'est expliqué, je vais revenir à quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu plus pour votre œil, là, être capable de comprendre un peu mieux ce qui va suivre. Donc, vous voyez, là, je fais propager une onde. La distance entre le sommet et le creux ici, elle est fixe. Maintenant, ce que je vais faire, je vais raccourcir la distance entre le sommet et le pic. Donc, je vais raccourcir la longueur du cycle. Donc, elle est plus courte. Je vais la rallonger. Voilà. Vous voyez, le cycle est plus long. Il est étiré. Donc, si je mets en continu, vous voyez, l'animation me permet même de faire ça en continu. Vous voyez, là, je suis à une longueur d'onde relativement longue. Et je vais diminuer la longueur d'onde. Voilà. Vous voyez que si vous mesurez je vais faire une pause parce que l'animation me permet de faire une pause. Ça va être plus facile. Donc, je pourrais même être capable de mesurer. Il y a même une échelle en centimètres ici, là. Je pourrais être capable de mesurer la longueur d'un cycle. Donc, mesurer la longueur d'un cycle, je prends deux points identiques. La distance entre deux points équivalents, ça pourrait être la distance entre deux sommets voisins. Ici, là, à l'œil, là, ça donne à peu près, là, je suis à 200 ici, 275, donc à peu près 75 cm de longueur d'onde. Voilà. Et si je modifie la fréquence, je redémarre l'animation, c'est-à-dire si je diminue
si j'augmente la longueur d'onde, je vais refaire une pause sur l'animation pour nous permettre de mesurer correctement. Mais si je prends deux points, les deux mêmes points équivalents, on remarque tout de suite que ça s'est allongé. La longueur du cycle, ou la longueur d'onde, elle est maintenant plus grande. OK. Notez que le son va toujours à la même vitesse. D'accord? Donc, dans cette situation-ci, là où la longueur d'onde, le cycle est plus long, si je diminue la longueur du cycle, l'onde, sa vitesse ne change pas. Pourquoi? Parce que le matériel n'a pas changé. La nature du matériau ne change pas. Je n'ai pas de contrôle sur la vitesse du son. C'est le matériel qui décide. Mais en ultrason, on a le contrôle sur la longueur d'onde. Je peux décider de faire une inspection dans, avec une longueur d'onde plus élevée et je peux modifier le système de manière à avoir une longueur d'onde plus courte. Et je vous expliquerai plus loin qu'est-ce que ça change au niveau de l'inspection concrètement. Mais sachez qu'on a le pouvoir de modifier la longueur d'onde. Mais on n'a pas le pouvoir sur la vitesse de l'onde. C'est le matériel seul qui décide. Tandis que notre système permet, on peut changer la longueur d'onde. Donc, vous avez remarqué que je parle de longueur d'onde, mais pourtant, sur l'écran, l'animation, donc vous voyez le curseur que je déplace de max à min, il est identifié comme étant la fréquence. Donc, la fréquence, comme je l'ai commencé à expliquer à la capsule précédente, c'est le nombre de cycles que vous voyez passer dans l'animation. Donc, il y a un sommet par cycle. Donc, la fréquence, c'est le nombre de cycles qui passent dans la zone considérée. L'animation me permet d'avoir une mesure. Je peux mesurer la fréquence dans l'animation. Il s'agirait de se donner un temps, c'est-à-dire une minute, et compter le nombre de sommets qui sortent de l'écran, par exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pratiquement un par seconde là, qui sort. Donc, sur une minute, mettons, ça donnerait environ 60 cycles par seconde. Donc, 60 cycles par seconde. Et dans le monde des ondes, dans la physique des ondes, l'unité qui permet d'exprimer un cycle d'une onde, ou ça peut être pas seulement sur une onde, hein, c'est sur un cycle d'événements. Ici, l'événement, c'est le nombre de sommets qui sort de mon écran dans un temps donné. Dans la fréquence d'un événement en physique, on utilise le mot Hertz. Donc, ici, j'ai 60 cycles par seconde, 60 Hertz. Et par hasard, ça correspond à la fréquence du courant alternatif qui sort de nos prises électriques qui sont fournies par Hydro-Québec. Mais ça, c'est un autre sujet. D'accord? Et là, moi, j'ai le pouvoir en ultrason de changer la fréquence. Mais remarquez que lorsque je change la fréquence, ben, la longueur d'onde, elle change aussi. Donc, vous voyez que moins de cycles, que je vois passer moins de cycles. Pourtant, la vitesse n'a pas changé. Mais je vois passer moins de cycles parce que le cycle est plus long. La distance entre les sommets est plus élevée, donc pour une même vitesse, sur la même minute, je vais donc voir sortir de l'écran moins de cycles. Donc la fréquence, elle est plus basse. Si je fais le même exercice, donc 1, 2, 3, donc j'ai à peu près diminué le cycle par un facteur de 2. Je compterai à peu près 30 sommets ou 30 cycles dans la même minute. Donc 30 Hz cette fois-ci. Donc on se rend compte de quoi? Bien, on se rend compte que lorsque j'augmente la longueur d'onde,
la fréquence diminue. Et lorsque je baisse la longueur d'onde, la fréquence augmente. Donc la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Et ce, bien entendu, pour une même vitesse. Donc, qu'est-ce qui fait augmenter la fréquence? C'est la diminution de la longueur d'onde. Mais pas uniquement. Parce que je pourrais aussi, sans jouer sur la longueur d'onde, diminuer la fréquence. Oui, il s'agit de diminuer la vitesse. Donc, je remplace de matériel. En ultrason, je passe de l'acier, par exemple, ou l'aluminium au cuivre. Et là, ça donnerait ça. Vous voyez, la longueur d'onde n'a pas changé. La distance entre les cycles est la même. Mais vu que l'onde va moins rapidement, ben, il y a moins de sommets qui sortent de l'écran dans ma même minute. Donc, pour une même longueur d'onde, la fréquence est proportionnelle à la vitesse. Plus la vitesse de l'onde est lente, plus la fréquence est basse. Donc, vous voyez maintenant le lien qui existe entre, d'une part, la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse d'une onde. Ces trois caractéristiques-là sont intrinsèquement liées l'une dans l'autre. Et aussitôt que je modifie l'une des caractéristiques, ben, il y en a au moins une qui change aussi. Si je diminue la fréquence, si je diminue la fréquence, ben, pour une même vitesse, ça implique une longueur d'onde plus longue. Maintenant, il y a une quatrième caractéristique qui définit une onde sonore. Donc, vous voyez la hauteur, lorsque la hauteur du sommet là, qui monte là, jusqu'à... Donc ça, c'est l'amplitude. C'est la force d'un son. OK? Donc, ben avant de pousser ça plus loin, si je fais une analogie, si je fais le lien entre, si vous êtes amateur de musique, euh, donc, vous entendez lorsque vous écoutez de la musique, il y a des sons aigus et il y a des sons plus graves. Hein? Ben, un son grave, c'est un son dont la longueur d'onde est plus longue. Donc, la distance entre les cycles, la distance entre les sommets est grande. Notre oreille humaine est capable de détecter des sons graves jusqu'à une fréquence de 20 Hz. 20 cycles par seconde. Okay? Donc, les sons aigus, ce serait quoi? Ben, ce serait ça. Donc ça, c'est un son qui nous apparaîtrait à notre œil plus aigu. Fréquence plus élevée. Donc, si vous écoutez de la musique provenant d'un système sonore, ben, c'est l'air qui sépare votre oreille du système de son, qui fait propager l'onde sonore. L'air fait propager le son à une certaine vitesse, autour de 340 mètres par seconde. Donc, la vitesse du son n'est pas changée. Mais ce qui va changer dans votre perception entre un son grave et aigu, c'est la longueur d'onde et ou la fréquence. Parce que pour une même vitesse, la fréquence et la longueur d'onde sont intimement liées. Donc ça serait un son aigu. Ça serait un son plus grave. Voilà. Et lorsque vous écoutez votre musique trop forte et que votre voisin vient cogner à votre porte et il vous dit de baisser le son de votre musique, ce que vous allez faire, lorsque vous allez baisser le son de votre musique, vous allez tout simplement baisser l'amplitude. Voilà. Et lorsque vous baissez le son de votre musique, vous ne jouez pas sur la fréquence ni la longueur d'onde. Votre longueur d'onde reste identique. Ce n'est qu'à la hauteur du sommet qui va être modifiée et non pas la distance entre les sommets, ni la fréquence, et encore moins la vitesse du son. Donc là, vous écoutez, autrement dit, quand vous écoutez de la musique, puis que vous baissez le son, les sons aigus vont demeurer
Mettons, si c'était un solo de guitare, ben c'est pas parce que vous baissez le son que le son de guitare va être plus aigu ou plus grave. Donc, l'amplitude d'un son est complètement indépendante des trois autres caractéristiques, en l'occurrence la vitesse, la fréquence et la longueur d'onde. Et en ultrason, on joue beaucoup sur l'amplitude du son. On se sert même de l'amplitude pour évaluer la taille et l'importance de réflecteurs. OK? Donc, ça, pour l'instant, on se laisse là-dessus, mais je vais aller un peu plus en détail dans ça, dans ce concept-là un peu plus tard. Donc, pour l'instant, ce qui est important, c'est de bien reconnaître les caractéristiques sonores. Donc, de démêler, de distinguer la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse, de comprendre le lien qui existe entre ces trois caractéristiques-là, et d'autre part, de distinguer tout ça de ce que est l'amplitude du son. Voilà. Maintenant, je vais retourner, si vous me permettez, à la présentation PowerPoint. Donc, je préfère de loin, c'est sûr que sur le PowerPoint, il est expliqué ce que je viens de vous écrire avec des animations. Là, je vais me servir du PowerPoint pour faire une espèce de récapitulatif ou un condensé ou un résumé, parce qu'il n'y a rien de tel que des animations pour comprendre finalement les liens entre la fréquence, la période, la longueur d'onde, la vitesse et tout ça. Donc maintenant que la fréquence, elle est donc un décicle par seconde. Un événement, comme je vous disais tout à l'heure, se produit une fois par seconde à une fréquence de 1 Hz. Donc 1 Hz, c'est une période par seconde. C'est quelque chose qui se passe une fois par seconde. Donc là, ça peut être, c'est pas applicable uniquement pour les ondes sonores, c'est applicable pour tous des événements qui se produisent à des intervalles réguliers. On pourrait à la limite, mettons, si on remarque qu'il y a un accident d'avion par mois, en moyenne sur 60 ans, ben, on peut exprimer ça en Hertz. Nombre d'accidents d'avion par seconde. C'est sûr que ça ferait un chiffre très très petit, là. Une chance, parce que s'il y avait un accident d'avion par seconde en 40 ans, c'est certain qu'on ne prendrait pas l'avion. Mais c'est pour vous montrer que le Hertz est donc une unité de mesure très générale qui exprime de manière très générale la fréquence d'un événement sur une unité de temps donnée. Nous, ce qui nous intéresse, l'événement en tant que tel, c'est le nombre de cycles qui passent en une seconde. Donc, on va utiliser le Hertz. Donc, ici, ce que vous avez, c'est pour vous faire comprendre que notre oreille est bien entendu capable de détecter des ondes sonores qui fait en sorte que vous êtes capable de m'entendre présentement. Euh, mais là, c'est important à venir arriver ici à définir certains termes pour situer l'ultrason. Parce que le cours s'appelle Inspection par ultrason. Donc, qu'est-ce qui distingue du son de l'ultrason? Pourquoi on ajoute le mot ultra avant le mot son? Donc, ça, c'est en rapport avec le domaine de fréquence. Donc là, on comprend que la fréquence du son, on peut la modifier. Il y a une infinité de fréquences différentes. Euh, on utilise le terme infrason lorsqu'on parle des ondes mécaniques euh, qui voyagent dans un milieu de propagation. Okay? Euh, lorsque la fréquence est de 20 Hz et moins. Ça, on appelle ça des infrasons. Et pourquoi 20 Hz? Parce que ça donne que c'est la limite de détection de notre oreille humaine. Puis là, on s'entend, là, on parle d'une oreille saine, c'est-à-dire pas malade, et même une oreille flambant neuve. Donc, l'oreille d'un jeune enfant qui n'est pas encore trop détériorée par l'environnement au fil des années. Donc, une oreille saine, en santé, ben, n'est pas capable de détecter des sons en bas de 20 Hz. Pourquoi? Parce que notre tympan, qui a une masse, qui a une structure, qui est attachée, ben, est faite et construite, le matériel, la conception de notre tympan, elle est faite pour être capable de vibrer à 20 Hz et plus. Donc un son de 20 Hz,
même si le son est très fort, un son de 10 Hz par exemple, qui arrive à notre tympan n'est pas capable de réagir à ça. Okay? C'est comme s'il recevait rien. Fait que le tympan ne vibrant pas, ben, il arrive rien à notre cerveau, ça fait qu'on n'entend rien. Pourtant, il y a un son qui arrive, il y a une onde qui arrive, mais elle n'est pas sa fréquence est trop basse pour faire réagir notre tympan. Donc, c'est la perception dans le domaine, du côté des basses fréquences de notre oreille. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les infrasons. Donc, les infrasons, c'est donc du son que notre oreille n'est pas capable d'entendre parce que la fréquence est trop basse. À l'inverse, de la même façon que notre oreille n'est pas capable de percevoir du son dont la fréquence est trop basse, il va se produire aussi la même chose pour des fréquences trop élevées. Donc, une oreille saine n'est pas capable non plus de détecter des fréquences qui sont trop élevées, en l'occurrence à partir de 20 000 Hz, ou si vous voulez, 20 kHz. Donc, 20 000 Hz et plus, une oreille saine, notre oreille saine humaine, là, je ne parle pas d'oreilles d'animaux, là, parce qu'il y a des chauves-souris, les chiens sont capables de détecter des fréquences plus élevées que 20 000 Hz, mais notre oreille humaine, notre tympan, de manière qu'il a évolué au fil des millions d'années, puis notre tympan d'aujourd'hui n'est pas capable de vibrer à 20 000. Ça vibre trop vite. Fait que notre tympan, lui, quand il voit arriver du 30 000 Hz, là, par exemple, ça arrive trop vite. Fait que notre tympan, lui, il n'est pas capable de s'ajuster à ça. Fait qu'il bouge pas. Fait qu'on n'est pas capable non plus de le percevoir. C'est trop aigu. Donc les sons trop graves, 20 Hz et moins, et les sons trop aigus, 20 000 Hz et plus, notre oreille ne les perçoit pas. Nous, ce qu'on perçoit comme onde sonore, c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et donc, proche de 20 Hz, comme par exemple 30 Hz, 40, 50, 100 Hz, ça, c'est des sons qui nous apparaissent graves, très graves. Et à l'inverse, proche de 20 000 Hz, un petit peu moins, mettons 19 000 Hz, pour nous, ce sont des sons très aigus. Voilà. Puis à travers ça aussi, la voix humaine est capable, de la manière dont nos cordes vocales sont conçues, là, on est capable de générer, de construire des sons. Le domaine, là, il est encore plus restreint par rapport au domaine audible. Donc le domaine audible, c'est entre 20 Hz, 18-20 Hz et 20 000 Hz ou 20 kHz, tandis que notre voix humaine, là, on n'est pas capable de générer des sons euh, de, de- des sons graves, assez graves pour que on puisse s'approcher du 20 Hz. Non plus qu'on n'est pas capable de produire avec notre voix des sons qui vont s'approcher de 20 000 Hz. Et là-dedans, le domaine des ultrasons, ben nous, on va utiliser généralement, là, ce qu'on va utiliser dans le domaine de l'inspection par ultrasons, ça va de à peu près 1 MHz. Aussi, vous voulez à peu près 1 MHz, ben c'est 1 million de Hertz. Donc, ça part à peu près à 1 million de Hertz jusqu'à 20 millions de Hertz, ou si vous voulez, 20 mégahertz. Le méga, là, dans le système métrique, c'est 1 million. Donc, ça, c'est le domaine en ultrasons. Et nous, nos inspections vont se faire généralement autour de 2 MHz, plus particulièrement 2,25 MHz. Donc, dans le domaine ultrasonore, là, pour inspecter les matériaux, les aciers, les aluminiums, dans les domaines de construction, dans les assemblages soudés, ça va généralement de 2,25 MHz à 5 MHz. Et dans d'autres occasions, dans l'aéronautique, par exemple, on va souvent utiliser des fréquences encore plus élevées, le 10 MHz, mais rarement on va s'approcher du 20 MHz en inspection industrielle. Et là, vous posez la question, bon, ben, c'est quoi que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça change d'inspecter à 2,25 MHz ou à 20 MHz? Pourquoi ces fréquences-là sont utilisées? Pourquoi pas 60 MHz? Mais ça, je vous expliquerai ça en temps et lieu, là, ça s'en vient. Donc ici, c'est tout simplement pour rappeler que 1 kHz, ben, c'est 1000 Hz, ou 1000 périodes par seconde, ou 1000 cycles par seconde qui passent. 1 MHz, ben, c'est 1 million de Hertz, donc 100 000 périodes par seconde. Donc pour vous donner une idée, là, si je reviens à mon animation, là,
Donc, imaginez ici, là, si je mets mon animation normale, une fréquence élevée, OK. Donc, tantôt, on a fait le décompte un petit peu, là, on voyait sortir à peu près un cycle par seconde, là. Donc, dans l'animation, la vitesse de l'animation, là, c'est à peu près 60 sommets par seconde, par minute. Donc, il y a un cycle par seconde qui sort de l'écran. Donc, la fréquence est de 1 Hz. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle l'onde là, qui se propage, là, 1 Hz. Mais en réalité, lorsqu'on fait de l'ultrason, mettons sur de l'acier, okay, la vitesse réelle dans le matériau, ben, la fréquence réelle, parce que la vitesse dans l'acier est autour de 5940 mètres par seconde. 5, presque 6 km en une seconde. C'est la vitesse du son qui se propage dans l'acier. OK? Ce qui fait que si on voulait représenter l'animation réelle lorsqu'on génère un son dans l'acier avec un palpeur, votre œil, votre cerveau ne serait même pas capable de percevoir le mouvement. OK? En réalité, là, quand on fait l'inspection, lorsque vous allez faire de l'inspection en laboratoire, vous allez travailler avec une fréquence de 2,25 MHz. Donc, vous voyez ici, c'est 1 Hz dans l'animation. 2,25 MHz, c'est 2,25 millions de Hertz. Donc, 2,25 millions de sommets qui sortent de l'écran en une seule seconde. C'est comme si toute la population de Montréal sortait de l'écran en une seule seconde. Donc, ça vous donne une idée. Donc, vous voyez que l'animation, elle est très, très, très loin de la réalité en termes de rythme du phénomène. Donc, pourquoi que c'est aussi lent dans l'animation? Ben, parce que si on prenait la vraie fréquence ainsi que la vraie vitesse, ben, je ne serais pas capable de vous expliquer tous ces concepts-là. Là. On aurait une image continue. Notre cerveau serait incapable de distinguer la propagation des ondes. Ça irait beaucoup trop vite. OK? Voilà. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, la fréquence ainsi que la période, elles sont un par rapport à l'autre inversement proportionnelles. Ah ben, là, ça me fait en sorte que là, je vais revenir encore à mon animation pour bien l'illustrer. OK, je mets ça à lent pour être capable de mieux le voir. Donc, la période, c'est le temps que ça prend pour que le cycle sorte de l'écran. Ou c'est le temps entre deux cycles. Donc, la période, c'est quoi? Ben, je pourrais chronométrer le temps entre deux cycles. Ici, c'est à peu près une seconde. C'est ça c'est la période. Il y a une seconde qui sépare. Je vais le mettre à normal, ça va faire vraiment une seconde. Une seconde, une seconde, une seconde, une seconde. C'est ça la période. OK? Si je diminue la fréquence, donc je diminue la fréquence, la longueur d'onde augmente. Mais là, si je me mets à compter le temps entre deux sommets, une, deux, bon, je vais recommencer. Un, deux, 2 secondes. Donc la période maintenant est de 2 secondes. J'ai diminué la fréquence. Ça a fait en sorte que ça a augmenté le temps entre deux points équivalents, donc entre deux sommets. Diminuer la fréquence fait augmenter la période. Donc inversement proportionnel. Et ils sont liés entre eux. Les unités même sont l'inverse. Les unités d'une fréquence, c'est le nombre de cycles qui sort de l'écran en une seconde.
okay, ou le nombre de sommets. Donc, des cycles par seconde. Tandis qu'une période, c'est des secondes par cycle. Le temps que ça prend pour qu'un cycle, entre le temps qui sépare deux cycles. Donc, des secondes par cycle, la période, la fréquence, des cycles par seconde. Donc, ils sont inversement proportionnels l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça que sur le PowerPoint, on exprime ça tel qu'il est représenté ici. Donc, fréquence est égale à l'inverse de la période. Fréquence en Hertz ou en cycle par seconde, le Hertz étant le cycle par seconde ici, et la période en secondes. Ça peut être aussi des secondes par cycle. Donc, l'inverse l'un par rapport à l'autre. Donc, ici, ça, c'est la fameuse image dont je vous parlais tout à l'heure, où on peut l'analogie entre la masse suspendue au bout d'un ressort et la fonction sinusoïdale, l'évolution de la position de la masse lors de son mouvement oscillatoire en fonction du temps inscrit sur une feuille de papier qui est déplacée horizontalement et un crayon attaché sur la masse. Donc, ça, je ne reviens pas là-dessus. Voilà, ici, ce sont des images qui permettent de résumer ce dont je vous expliquais sur les animations. Donc, ici, c'est la vitesse du son qui est différente, qui fait modifier la fréquence pour une même, qui fait modifier la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur d'onde qui est définie la distance entre deux points équivalents, ici entre deux points, entre les points centraux, donc un cycle, c'est la longueur d'un cycle, un cycle étant en haut, au point d'équilibre, on retourne, on s'en va en bas, on retourne au point d'équilibre, donc la longueur de ça, c'est le symbole lambda, lettre grecque à lambda, qui est utilisé en physique pour symboliser la longueur d'onde. Et le lien qui existe, tantôt je vous disais que la vitesse, la fréquence ainsi que la longueur d'onde sont intrinsèquement liés entre eux. Donc, de manière mathématique, ils sont liés de la façon suivante, c'est-à-dire que la longueur d'onde est égale à la vitesse divisée par la fréquence. Okay? Donc, la longueur d'onde est proportionnelle à la vitesse, ou la vitesse est proportionnelle à la longueur d'onde, et la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. J'aime moins cette forme-là de formule. Je préfère, habituellement, quand je donne mon cours en classe, je marque au tableau, j'exprime en fonction de la fréquence. Donc, la fréquence serait égale à la vitesse divisée par la longueur d'onde. Je préfère cette forme-là.